le taux de change effectif réel qu'on pourrait appliquer à la monnaie nationale. Donc c'est une équation qui rassemble les trois chiffres, à plusieurs facteurs. Ceci dit, en réalité, il y a un autre facteur qui n'a pas été cité par la Banque d'Algérie et qu'on a constaté ces dernières années, c'est aussi les besoins du trésor public en fiscalité réelle, en dinars bien sûr, par application d'un taux de change nouveau à la fiscalité pétrolière et aussi à la taxation douanière sur les importations. Il faut savoir que les fameux 40% ne sont pas tributaires d'une fluctuation constatable de la masse monétaire algérienne entre 2014 par exemple et 2016. Il n'y a pas eu une inflation de la masse monétaire pour générer 40% de différentiel. Pour arriver à 115 dinars. La réalité est que le trésor public était dans le besoin d'augmenter ses recettes. Fiscales. Ses recettes fiscales, de fiscalité pétrolière et aussi fiscalité portuaire induite par la taxation en dinars. Donc pour augmenter la masse en dinars de ces recettes, et évidemment une dévaluation de la monnaie locale peut entraîner 30% d'augmentation de cette fameuse fiscalité. Mais manifestement on n'a pas calculé les autres incidences sur l'économie du pays et sur la société. On a juste vu Alors justement, on va revenir à cette question qui est liée à quel moment il y aurait eu une dévaluation mécanique ou bien est-ce qu'on parle de flottement dirigé. Aujourd'hui, la valeur du dinar est déterminée par le flottement dirigé uniquement ou bien selon vous, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte au regard des chiffres qu'on vient de voir? Oui, merci. C'est un dossier important. On ouvre l'année sociale, l'année de travail, puisque la rentrée se fait avec un dossier comme ça. C'est important. Je ne voudrais pas rentrer dans des considérations techniques, parce que c'est un sujet extrêmement technique, hein, la gestion de la parité et des parités. La période que vous citez, 2014, 2018, est une période qui, au plan international, a connu une guerre des monnaies entre le dollar et l'euro, et les monnaies rattachées au dollar, les monnaies rattachées à l'euro. Et puis nous avons eu des fluctuations importantes. La dernière en date. On est en dehors de 2008, on est bien loin de 2008. Hein, on est bien. Non, c'est bien après. Voilà. Parce que c'est des répliques de 2008, mais qui se sont exprimées dans le domaine monétaire. Et maintenant, les deux variables dans le monde qui sont à caractère économique, mais aussi à caractère géopolitique, c'est le prix du baril et la parité de la monnaie. Quand vous voyez la monnaie, l'évolution de la monnaie chinoise, quand vous voyez l'évolution de la monnaie américaine, c'est un instrument également de compétitivité. Il l'utilise ainsi. Parce qu'une monnaie faible permet au contraire d'exporter, contrairement à ce qu'on pense. Oui. Une monnaie faible. Et donc, nous avons connu effectivement, est-ce que c'est 48, est-ce que c'est 47, il faut revoir le calcul, parce que ce n'est pas un calcul aussi direct que cela. Mais notre pays a connu une période d'ajustement de notre monnaie par rapport à ça. Vous dites il a connu, et vous conjuguez ça au passé, il continuera probablement, mais nous avons eu une période d'ajustement de la monnaie qui a été plus ou moins forte un certain nombre d'années, tout simplement parce que la monnaie est le reflet de la compétitivité de l'économie et de sa force. Notre économie, nous, est forte, elle n'est pas compétitive. Elle est strong au plan des fondamentaux, mais elle n'est pas dynamique au plan du fonctionnement. Et ce reflet-là se reflète au niveau de la valeur de la monnaie lorsque les laboratoires de la Banque d'Algérie font intervenir une série de critères. Saïd Aliar en a parlé, mais il y a d'autres critères qui sont des critères nationaux. Chaque pays les fait rentrer. Donc, si en fonction de cela, il faut surtout enlever de l'idée que c'est la Banque d'Algérie qui détermine la valeur de la monnaie. C'est l'économie qui détermine. La Banque d'Algérie la pèse, elle fait l'étalonnage, mais elle fait pas un étalonnage offshore. Elle fait un étalonnage en fonction de la nécessité de booster la croissance, de diminuer l'inflation, d'augmenter les revenus, de valoriser les revenus, de monétiser en dinars les revenus. Mais notre monnaie n'a pas été plus faible que d'autres. Elle n'a pas été dévaluée. N'a pas été dévaluée frontalement. L'Algérie n'a pas intervenu. Maintenant, je pense qu'on a compris l'idée. Exactement. Maintenant, cette valeur-là, est-ce qu'on la maintient?
comment qu'elle va augmenter, tout dépendra de la compétitivité de notre économie. Et sachez aussi, tout le monde le sait, que notre monnaie fait partie du lot de choses que notre pays subventionne. Et donc la parité est subventionnée. Mais quel est votre point de vue par rapport à la rhétorique ou à la théorie qui veut que la valeur d'une monnaie est censée être régie par une équation, c'est mathématique, c'est théorique, ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui ont poussé la valeur du dinar à dégringoler, à dévisser, comme on dit? Alors, très simplement, la monnaie, c'est un peu le sang de l'économie. Aujourd'hui, il est vrai que le dinar connaît donc une baisse et une dépréciation. Pour que les spectateurs aussi comprennent, c'est que la dévaluation, elle peut être décidée, donc elle est une décision politique. La dépréciation, dans le cas de la monnaie algérienne, en fait, elle subit une dépréciation en fait mécanique. Du fait que, si on revoit un peu les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, en fait, la baisse commence à partir, la plus grande baisse commence à partir de 2014, et ça coïncide effectivement avec la baisse drastique aussi des prix du pétrole. Oui. Donc, quand vous avez une économie qui est mono-exportatrice, donc pratiquement la totalité de nos recettes provient de la vente des hydrocarbures. Oui. Quand vous avez cette baisse aussi importante, ça impacte automatiquement le pouvoir d'achat de votre monnaie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le fait que les importations soient vraiment aussi importante. Nous avions atteint une époque pratiquement les 60 voire les 70 milliards de dollars d'importation par an. Oui. Et comme l'a si bien précisé aussi M. Ben Khalfa, c'est que le calcul de la monnaie, du pouvoir d'achat aussi, tient compte du fait de la parité entre le dollar et l'euro. Il faut préciser qu'à ce niveau-là aussi, il y a eu une appréciation du dollar à un certain moment, et puis de l'euro aussi sur le dollar. Donc ça a impacté aussi le pouvoir de la monnaie algérienne. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est que dans cette situation-là que nous avons vécue, donc on a perdu pratiquement 50% de la valeur du dinar, est-ce que à l'avenir, est-ce que le dinar va continuer encore à dévisser, ou bien il y a des mécanismes qui permettent en fait de freiner cette dépréciation. Alors, on est tenté de dire aujourd'hui les difficultés qu'a connues l'Algérie en termes de financement font que à un certain moment on est arrivé même à un assèchement de la liquidité bancaire, ça il faut le préciser. Oui. La Banque d'Algérie donc a intervenu avec donc une injection de liquidité en permettant aux banques, par exemple, en baissant le niveau des réserves obligatoires, qui est passé de 12 et à un certain moment il est arrivé jusqu'à 4%. Donc ça a permis aux banques d'avoir un peu plus d'argent. Et puis le fait que nous ne pouvions plus aller, c'était un choix donc de ne pas aller s'endetter sur les marchés internationaux. Donc la marge de manœuvre en fait des pouvoirs publics était assez limitée, ce qui fait qu'aujourd'hui on s'est orienté vers un financement monétaire. D'où en fait c'est le Trésor qui emprunte auprès de la Banque d'Algérie pour financer les déficits. Donc selon vous, la baisse mécanique ou la dévaluation a été le fruit d'une difficulté, voilà, une crise dans le financement. Il y avait le fonds de régulation des recettes, cela correspond au moment où le fonds de régulation des recettes s'est asséché, au moment où les réserves de change ont baissé, le prix du baril a augmenté et, comme vous le disiez, on a dû même produire de la monnaie. Alors, je voudrais, avant de revenir aux raisons qui impactent en fait cette décision, vous avez parlé des importations, donc c'est un aspect important, mais je voudrais tout de même rester dans la technique encore quelques minutes pour préciser un paramètre de calcul. Alors, on a parlé de dévaluation et de dépréciation, donc on a compris que la dépréciation c'est naturel, et la dévaluation, c'est quelque chose de mécanique actionné par les pouvoirs publics. Alors, si c'était naturel, et si le modèle de régime du change flottant appliqué devait être appliqué en tant que tel. Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce que quelqu'un connaît ce modèle? Ou bien est-ce qu'il y a des paramètres de ce modèle qui nous échappent et qui nous empêchent de croire? Il n'existe pas un modèle standard en matière de dépréciation, particulièrement pour une monnaie qui n'a pas un caractère commercial ni universel. Oui. C'est une monnaie interne
qui a été conçu dès le départ pour pratiquement irriguer un flux économique interne et réguler justement ces flux en fonction des capacités de paiement externes du pays. Donc on ne peut pas dire qu'il existe une équation standard. J'ai donné tout à l'heure les facteurs sur lesquels reposait la Banque d'Algérie pour faire ces calculs pour une dépréciation. Mais que là, nous assistons quand même à 40%. J'ai donné le quatrième facteur. 40%, c'est une dévaluation. Parce que lier la valeur du dinar au cours du baril automatiquement, ça ne tient pas exactement la route. Parce que le cours du baril, pratiquement en 2014, il avait subi une baisse. En 2015, une autre baisse plus prononcée, mais conjoncturelle. Ça aurait pu remonter. On ne fait pas des yo-yo avec une monnaie en fonction de la valeur du baril. Mais il a atteint 35 dollars. Oui, mais il a atteint 35 dollars. Maintenant, il est à 70. Disons que les gens n'allaient pas spéculer avec une baisse de 40%. Vous voulez dire que l'État a paniqué et à cette une époque-là, les décision... réserves de change n'étaient pas encore très atteintes. Il commençait à y avoir quand même une érosion de ces réserves de change qui sont, elles, justement, l'un des supports principaux de la valeur du dinar. Parce qu'il fallait les sauvegarder, il fallait aussi sauvegarder nos capacités de paiement à l'extérieur et limiter nos importations. Vous savez que quand il y a, je dis bien une dévaluation, pas une dépréciation, quand on sous-estime la valeur de la monnaie interne, si on a quelque chose à exporter, c'est compétitif, ce qui n'est pas exactement notre cas. Non, pas encore. Mais si on a quelque chose à importer, c'est un ouvrage défensif quand même, parce que moins la monnaie locale vaut, moins les gens peuvent acheter des produits importés. Donc on fait une sorte de limitation des importations par dissuasion du consommateur local. Ceci dit, il y a eu un petit problème parce que le gros des consommateurs locaux n'ont pas accès à des produits qu'on aurait pu bloquer. D'ailleurs, on a fait des listes de blocage après qui ne touchaient pas. Un certain temps, qui ne sont plus maintenant. Mais c'est des produits pratiquement complémentaires. C'est des produits, je dirais, peut-être de luxe. Mais le gros des consommateurs algériens achètent des besoins. Des besoins pratiquement principaux de la vie quotidienne qui sont importés. Oui, c'était une taxe intérieure de la consommation sur des produits de luxe. Mais là, avec les 40% de dévaluation, je mets 20 000 dinars wahbat. Ils l'ont senti passer, ils la sont toujours passée. Maintenant, quand on voit une rentrée scolaire à 12 000 dinars entre le cartable et les cahiers, pour un salaire moyen, ce n'est pas vraiment supportable. On est dans le fruit de la dévaluation. Dans le fruit de la dévaluation. Et ce n'est pas le seul fruit, ça c'est un impact social, mais il y a d'autres impacts économiques. Les actifs des banques sur les entreprises, ils ont fondu de 40%. Nous avons des actifs en dinars, des créances en dinars, mais réellement en contre-valeur, si ça devait être recouvré pour essayer de financer avec d'autres investissements, ça ne tient pas la route en contre-valeur dollar. C'est le gros des investissements, on les importe. Si on doit financer de nouveaux investissements, un investisseur local qui verrait sa facture d'investissement augmenter de 40%, et ce n'est pas encore terminé, il va y réfléchir à 2 fois avant de faire un investissement lourd à long terme. C'est vrai que c'est un engrenage. On va parler de la perte de change et des impacts à la fois sociaux et économiques sur les entreprises dans un petit moment. Je voudrais revenir également sur la déclaration de Monsieur le ministre des Finances qui a annoncé il y a quelques mois que le dinar n'irait pas en dessous de 115, que le dollar n'irait pas en dessous de 115 dinars à l'horizon de 2020. Ça, c'est une déclaration officielle qui a été faite. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie une déclaration pareille en disant que le dinar est protégé en quelque sorte? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est dépassé déjà les 115 dollars de loin? Un taux pivot, on peut parler d'un taux pivot, parce que de toutes les manières, quand vous prenez un taux... Non, il a dit que ça ne dépasserait pas les 115 dinars. Dans les parités, c'est toujours un taux pivot. Vous avez des mois où ça peut grimper, des mois. C'est toujours une fourchette, vous voulez dire? Une fourchette et puis une moyenne. Quelles que soient les déclarations des moments donnés, c'est que le dinar est dans une situation économique où la situation économique, la dynamique et la compétitivité de l'économie ne s'améliorant pas fortement, le dinar ne peut refléter que cela. Ce n'est pas la décision de la Banque centrale qui donne viabilité à un dinar fort ou un dinar faible. C'est l'économie qui le donne. L'économie dans la situation actuelle... Vous n'êtes pas d'accord en tout cas, ça c'est sûr sur... oui, l'économie dans la situation actuelle n'a pas une compétitivité forte. Elle a des fondamentaux forts, mais elle n'a pas une compétitivité Monsieur Ben forte. Khalfa, écoutez, soyons sérieux. Si un ministre annonce que le dollar vaudra tant
et pas plus à l'horizon de 2020, c'est qu'il y a une volonté des pouvoirs publics. Le jour où il a annoncé ça, c'était un plan triennal. Et je rappelle également que le gouverneur de la Banque d'Algérie, parmi les premières déclarations qu'il a faites, correspondait à la même chose, en disant que le dinar n'allait pas dévisser. Il était question d'une projection triennale qui était en même temps budgétaire et économique, dans laquelle ils avaient pris un taux de référence à 115 et toutes les projections, toutes les prospectives militaires pour essayer d'accréditer ce taux. Manifestement, le gros des facteurs qui étaient dans cette projection a changé. Autrement que selon les perspectives du ministre. On rappelle que ce plan triennal est paru en même temps que la loi de finances de 2016. Il y a eu deux plans. Il y a eu le fameux nouveau modèle économique de 2016. Il y a eu une autre projection en 2017 dans le plan du gouvernement Yahya quand il est arrivé. Et c'est là qu'ils ont reprojeté sur 2020. Donc en faisant des projections sur 2020, moi j'ai vu les calculs prospectifs. Ils étaient quand même un peu plus rationnels que ceux du plan précédent. Ne serait-ce qu'en matière déjà de rentrée pétrolière pressentie. Mais ils escomptaient des rentrées de dividendes de la Banque d'Algérie. Il y avait beaucoup de recettes exceptionnelles dans leurs projections, des recettes exceptionnelles, 900 milliards jusqu'à 1000 milliards de dinars par an. Et quand on escompte ce genre de dividendes, la logique voudrait qu'on escompte une dévaluation. Parce que ces dividendes de la Banque d'Algérie ne viennent que d'un afflux de devises supplémentaires ou bien d'un afflux de dinars qui a été créé suite à un différentiel de change. Donc, déjà, dans le plan, ça ne tenait pas la route de prévoir autant de recettes exceptionnelles et en même temps de prévoir un taux fixe à 115 dinars. Mais aujourd'hui, forcément, le ministre des Finances devrait bien nous expliquer pourquoi, justement, il y a eu ce différentiel. Il n'est pas très lourd, avec 3 dinars. Pas actuellement 3 dinars, parce que c'était à 120. Mais on pressent que ça ira plus loin. Encore, il ne faut pas se concentrer sur la valeur à un moment donné ou les prévisions des valeurs. Tout le monde annonce une stabilité plus ou moins relative de sa monnaie. Ça fait partie de la sauvegarde d'une image. Mais on parle quand même de projections à l'avenir qui sont fondées sur des données qui finalement savent pas. Le 115 on n'est pas retombé très loin. Par contre, la réactivité face à des fluctuations monétaires, vous avez vu comment réagit l'économie turque face à une chute de 25% en 2 semaines. Mais la capacité d'adaptation de l'économie turque sur le plan de la micro a permis de... Une micro qui est très compétitive et puis réactive. Et qui exporte énormément aussi. Il ne faut pas regarder uniquement la température d'un corps, il faut regarder sa capacité à réagir. Mais ce qu'il faut relever déjà, c'est qu'il y a une projection qui s'avère être fausse au bout de 2 ans. Donc ça, on retient déjà cela. Si tant est, monsieur le ministre s'est basé sur une projection sur 3 ans. Yazid Belmouhoub, est-ce que vous pensez que cette dévaluation ou cette perte de valeur de dinar va s'inscrire dans la durée, ou bien est-ce que voilà, on est arrivé à la limite selon vous? Enfin, on restera toujours dans des prévisions, donc il y aura toujours une marge d'erreur qu'on doit accepter. Donc on n'est pas, disons, à 2 ou 3 dinars près. Ce qui doit être retenu en fait maintenant, c'est que toutes les actions qui sont mises en place par les pouvoirs publics vont dans un sens où le dinar devrait ne pas connaître des dépréciations plus importantes en fait. Donc si on revient par exemple au financement monétaire, le gouvernement avait annoncé que c'est sur une durée de 5 ans déjà et qui serait orienté vers des projets productifs. Donc déjà en termes d'assurance, on peut être rassuré du fait que c'est une déclaration Vous êtes en train de dire que le financement non conventionnel va freiner la dévaluation du dinar? Pas au sens où il va freiner, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dépréciation étant mécanique, après il faut prendre en compte aussi les autres agrégats. Il y a d'autres aspects qui sont importants. Si actuellement on regarde les réserves de change, qui sont en fait un des déterminants aussi de la valeur du dinar, on est passé de 194 milliards à 94 milliards. Quand vous n'avez plus la même masse, automatiquement votre dinar ne vaut plus n'a plus la même valeur. Vous avez aussi d'un autre côté la majorité maintenant des entreprises, enfin ça a toujours été le cas, importent beaucoup
beaucoup d'intrants de l'étranger. Et comme nous n'avons pas encore une économie qui est exportatrice, même si le dinar est dévalué, donc on n'est pas concurrentiel au niveau international, ça veut dire qu'on va continuer encore à subir. Certes, la Banque d'Algérie a mis en place le mécanisme en fait, d'achat de devises à terme qui permet en fait aux chefs d'entreprise de se prémunir un peu, de se couvrir contre les risques de change. C'est déjà un élément. Oui, le fait que déjà que la disposition soit mise en place. Ça c'est dans les textes seulement, hein, oui, c'est dans pas les textes, encore appliqué. J'espère que ça va être appliqué rapidement. Parce que ça la compétition. Ouais, mais ceci dit, dans la pratique, il n'y a pas moyen de l'appliquer de mon point de vue. Oui. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye ce différentiel. Mais les entreprises ont toujours souffert d'un... Justement, mais quand les entreprises ne souffrent clair. pas, c'est le garant qui souffre. Il faut bien que quelqu'un garantisse. Mais c'est là que vous parlez de l'État. Eh ben oui, bah forcément, quand on leur dit assurez-vous contre la perte de change, ils vont s'assurer auprès de qui? D'un organisme qui prendra le choc. Non, mais un taux acceptable, ça Absolument. fait partie des... Mais est-ce que ce n'est pas un deal nécessaire une atténuation, en fait. Si on veut que les entreprises produisent. Sinon, on peut mettre la clé sous le paillasson. Pas seulement qu'elles produisent, aussi qu'elles vendent. Non. Ce qui est encore plus dangereux, parce qu'elles ne pourront pas trop vendre. Non, attention. Structurellement, c'est aussi faire des remontées de filières nationales, parce que l'impact d'un fort ajustement du dinar, une dévaluation, c'est une décision politique. Nous ne sommes pas là. C'est de faire en sorte que les inputs, que dans les filières, il y ait moins d'inputs importés. Voilà. Qu'il y ait moins. Chaque fois que vous faites un taux d'intégration nationale un peu plus amélioré, c'est ça, structurellement. Et aujourd'hui, vous pensez que les décisions, elles sont en train d'aller dans le sens de diminuer les importations intégrées? Est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions... Donc ce sont les politiques industrielles, ce sont les business plans des acteurs. C'est ça. Non, ça se fait. Mais pas aujourd'hui. C'est sur ce terrain qu'il faut travailler. Pas sur le terrain personne ne peut stabiliser le dinar. Si la compétitivité, la responsabilité de la Banque centrale n'est pas de stabiliser le dinar ad vitam aeternam. Au contraire, c'est de faire en sorte que le gap entre la compétitivité et la valeur du dinar et le gap entre notre inflation et l'inflation du reste du monde soit maîtrisé à un moment donné. Mais actuellement, c'est pour ça que même l'Europe a connu cette période, actuellement les solutions monétaires et financières à une force du dinar ont atteint leurs limites. Il faut aller à des solutions économiques. Alors justement, est-ce que vous pensez que la Banque d'Algérie, si tentait à un moment donné à dévisser la valeur du dinar, va s'arrêter, ou bien est-ce qu'elle va continuer, sachant qu'il y a eu un financement non conventionnel? Comme l'a dit Sima Khalfa, nous sommes en train de traiter un symptôme au lieu et place du mal structurel initial. La valeur du dinar et sa dépréciation actuelle et la dévaluation qui a été décidée quand même politiquement en 2015, parce que 40% c'est pas une dépréciation naturelle, ce n'est que la résultante d'une déstructuration de l'économie qui n'arrive pas à produire avec un taux d'intégration intérieure suffisant. Nous avons même... faible. Oui, mais on peut sans compter que même le taux d'intégration, même le poulet algérien, une fois j'ai dit que c'était du CKD, mais pratiquement même les produits agricoles. Vous parlez nous avons pratiquement 99% de nos producteurs qui ont besoin de 90% d'intrants pour réussir une valeur ajoutée de 10% dans les faits. Réellement, ce n'est pas parce que leurs marges brutes intérieures sont énormes que c'est de la valeur ajoutée. Matériellement, c'est une valeur ajoutée extrêmement minime. Aujourd'hui, il s'agit d'encourager les filières à fort taux d'intégration et aussi les projets qui prouvent qu'il y a un taux d'intégration, qui peuvent lancer des inputs nationaux. Mais je ne vois pas ça sur le terrain. Je vois bien sur le discours politique la volonté affichée, c'est ça. Mais concrètement, les projets qu'on voit ne sont pas à très fort taux d'intégration. Vous êtes en train de dire que l'État finalement est en train de gagner du temps sur le terrain industriel, sur le terrain de productivité qui ne vient pas. Pas de gagner du temps. On gagne du temps quand on a un objectif. C'est l'État et les acteurs. Parce que le taux d'intégration, c'est les acteurs. Il a dit qu'il y a une dévaluation depuis 2014. Donc je suis sa logique. Si l'État a décidé d'évaluer, c'est parce que réellement il y a une défaillance. Un petit peu le dinar, il faudrait le prendre tel qu'il est. Nous avons le dinar n'est pas une courbe, c'est un
un repère orthonormé et c'est les revenus. C'est le flux des revenus dans la société qui est la courbe. Si vous changez le repère, vous lui changez les dimensions que vous voulez, si vous maintenez les mêmes coordonnées de courbe, vous ne changez strictement rien du tout. Si vous avez de mauvais flux de répartition des revenus, de mauvais flux d'affectation des ressources, et vous aurez toujours des besoins en dépenses et des manques en recettes, que ce soit pour le trésor public, que ce soit pour le secteur économique. À partir de là, vous donnez au dinar la valeur que vous voulez, hein. 10 ou à 200 dinars le dollar, ou là 1 dinar le dollar, ça ne changera strictement rien. Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses. Il faudrait peut-être éventuellement discuter de la valeur du dinar qui est subventionné jusque-là, mais en même temps rediscuter la fameuse courbe de répartition de ce fameux dinar dans la société, dans la sphère économique. Moi je dirais en plus, c'est-à-dire qu'il y a un élément, un facteur important qu'on ne doit pas oublier, c'est aussi la masse de la monnaie en circulation. Aujourd'hui, nous avons un secteur informel quand même qui brasse des milliards, donc c'est autant d'argent qui est en dehors de la sphère normale, et par conséquent, cela fausse aussi même les calculs. Donc en termes de valeur réelle du dinar, aujourd'hui, il y a un travail à faire aussi, c'est-à-dire il y a plusieurs, en fait, on doit travailler sur plusieurs plans. Il y a plusieurs plans qui doivent être mis en place, en plus donc du travail que fait la Banque d'Algérie, parce que la politique monétaire, c'est la Banque d'Algérie. Nous devons aussi travailler sur le fait que nous devons ramener cet argent qui est en circulation, la masse qui est toujours en dehors des circuits bancaires, il faut essayer de la ramener. Mais comment faire aujourd'hui pour pouvoir ramener ce flux vers le secteur bancaire? C'est ça la gestion microéconomique. Voilà. Ce sont les dysfonctionnements. La dérégulation des marchés, la non-concurrence, le dualisme secteur formel, secteur informel, la fuite de un peu l'assiette fiscale. Excusez-moi, vous parlez d'informel et je voudrais qu'on ait aussi un peu de respect pour les téléspectateurs. Ça fait des années qu'on parle de lutte contre l'informel, rien n'est fait. Non, et j'en tiens pour preuve la déclaration de Monsieur le Premier ministre qui, dans sa déclaration de politique générale, a dit que de toutes les façons, l'argent qui vient de l'informel, ce n'est pas ça qui va rendre l'Algérie plus prospère ou en tout cas nous sortir de la crise. Alors, je me demande si on n'est pas dans le mauvais sens. Il avait raison dans cette déclaration parce que là, on parlait de fiscalité non recouvrée du secteur informel. Voilà. Il est vrai qu'on a sublimé cette fameuse fiscalité, mais dans les faits... C'est pas comme source de revenus. C'est comme intégration d'une économie. Parce qu'une économie ne peut pas être intégrée lorsque vous avez deux mondes. Ce sont les rouages d'une économie homogène qu'il faut implanter. Et donc, actuellement, la situation qui n'est pas simplement quelque chose qui reste à la Banque d'Algérie. Je n'ai pas à défendre la Banque d'Algérie. Si vous le faites depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je salue le travail qui est fait depuis un certain temps, mais la Banque d'Algérie est responsable, gardienne de la sécurité financière du pays. Et la Banque d'Algérie, au contraire, n'a pas pour responsabilité de gonfler un dinar qui est au-delà. Mais le subventionne, c'est vous qui le dites, M. Boukhalfa. C'est pas elle qui le subventionne, c'est nous tous qui bénéficions d'une subvention du dinar. Parce que si le dinar venait à être coté selon des règles strictes, il ne serait pas à la situation où vous le savez. J'ai posé une question et personne n'a répondu jusque maintenant. Est-ce que l'instrument monétaire a rencontré ses limites ou pas encore? Les thérapies financières et monétaires, chez nous, ont presque atteint leurs limites. D'accord, on va écouter M. Belmouhoub. Enfin, je pense la Banque d'Algérie... Y compris quand je dis la thérapie financière, y compris le financement non conventionnel, qui est une thérapie financière exceptionnelle. Mais là, on n'a pas le choix, on va jusqu'à 5 ans. Non. Et le fait qu'elle soit limitée, c'est déjà... Le pétrole est en train d'augmenter. Vous parlez du pétrole. Oui, bien sûr. Donc il y a un espoir. Nos ressources. Le besoin est fonction de cela. Oui. Si demain. Mais ça, c'est un instrument exceptionnel et effectivement, il n'est pas destiné à être pour... Moi, d'un œil uniquement d'économiste, je souhaiterais qu'il n'aille pas jusqu'à 5 ans. Parce qu'effectivement, dans l'engrenage inflationniste, il peut
au-delà de 2 ans, de 3 ans. Oui. De toute façon, encore, même 70 $ le baril, on aura quand même besoin d'à peu près 1500 milliards de dinars à injecter cette année, l'année prochaine. Oui, donc, sur 5 ans, si on cumule quelque chose comme soit 6 000 milliards de dinars, plus les 3 500 qui existent jusqu'à présent, je crois que les générations futures auront déjà des soucis à se faire pour amortir ça. Et nous aussi, on aura des soucis à se faire sur la valeur réelle du dinar. Parce qu'à partir de là, avec une telle masse monétaire, une érosion des réserves de change, quelle que soit la décision politique qui sera prise, personne ne pourra maintenir la valeur du dinar telle qu'elle est maintenant. La situation échappera donc. Elle échappera à tout contrôle. D'où les limites des thérapies monétaires et financières. Oui, enfin, ce que je veux dire, aujourd'hui, si on parle de la valeur du dinar, la valeur actuelle, c'est un constat, c'est un fait, en fait. Donc, c'est de se projeter dans l'avenir, en fait. C'est de dire, est-ce que la valeur du dinar 2019-2020 va remonter ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, bon, on ne peut pas faire remonter la valeur du dinar du jour au lendemain. Donc 2018, la valeur sera celle qui est aujourd'hui, celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais il faut dire que il y a d'autres actions qui sont menées. C'est-à-dire essayer de développer un secteur industriel, donc le secteur productif. Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises dans ce sens-là. Il y a aussi l'assainissement budgétaire qui est pris en charge aussi depuis maintenant quelques années par le ministère des Finances. Donc déjà, en termes de prévision, on fait une prévision triennale. Il y a aussi d'autres aspects sur lesquels nous devons travailler, qui est par exemple les subventions, il faut le dire, ont permis d'amortir en fait la valeur du dinar pour qu'il ne se déprécie pas davantage. Donc à terme, dans on va dire 3 ans, 5 ans, nous commencerons peut-être à ressentir les effets bon ou mauvais en fait de ce qui est en train de se faire actuellement. Mais il est vrai qu'en termes de financement, je ne pense pas, pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce que la Banque d'Algérie ou la politique monétaire a atteint ses limites? On ne peut pas dire qu'elle a atteint ses limites. Pas la politique monétaire, mais le levier. Oui, il y a toujours des possibilités qui sont... il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place par la Banque d'Algérie pour essayer de freiner si réellement il y a une chute importante de la valeur. Et puis aussi, peut-être parce que nous avons des obligations vis-à-vis des institutions internationales. Le FMI dresse un rapport chaque année. Il donne des projections, il donne aussi des orientations sur la marche à suivre. Aujourd'hui, est-ce que... L'orientation est dans son avis, parce que nous n'avons aucune obligation. Enfin, orientation, c'est pas le mot. Non, je rectifie, oui. Nous n'avons strictement aucune obligation actuellement avec les institutions financières et monétaires internationales. Ils ne sont pas sous ajustement, ils ne sont pas sous programme. Et leurs médications, leurs diagnostics sont souvent justes, mais leurs médications ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'elles promettent. Ceci dit, il s'agit maintenant de ne pas mettre une politique interne hasardeuse en confrontation avec les médications tout aussi hasardeuses de ces institutions. Il faudrait éventuellement élaborer une réforme structurelle de l'économie algérienne pour qu'elle devienne productive. Quand je dis devient productive, ce n'est pas un discours politique pour dire on va travailler, on va... Non. Ça, ces discours-là, depuis les années 80, ça n'a jamais rien engendré. Il faudrait structurer l'économie de manière à ce que les encouragements, les faveurs fiscales, les crédits bancaires, enfin tout ce qui pourrait être une aide soit soumis à des conditionnalités qui mettent le taux d'intégration, les emplois effectifs, productifs, réels, pratiquement aux premières loges pour les aides, et non pas de faire l'inverse. Il faudrait peut-être subventionner la production avant la consommation aussi. Commencer à regarder les subventions de consommation qui sont justement un aspirateur à devises. Certains produits, plus on les subventionne, plus on est obligé de les importer. Il faudrait revoir toute la structure de notre économie, mais en interne, pas sous les oukases ou sous les orientations du FMI, parce que nous avons une politique beaucoup plus monétariste justement et financière, qui consiste à intégrer un pays, même en le mettant à l'arrière-train de ce qu'ils appellent le circuit économique mondial. Mais ils nous ont fixé une position, celle de consommateurs tributaires d'une ressource donnée. Donc leurs médications vont nous maintenir dans cette position. Et nos enjeux à nous, c'est justement de prendre une indépendance sur le plan des importations. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, les visions, les médications, les recommandations. Oui, c'est ça, le mot c'est recommandation. Oui. Les recommandations sont sont précieuses.
c'est quand même le plus grand labo du monde en matière de technique, d'ingénierie. Et ils nous mettent tous dans le même bain. Ils regardent l'économie brésilienne, l'économie algérienne, l'économie turque, l'économie... Et donc là, il ne faut pas avoir... moi, je ne suis pas de ceux qui ont la chair de poule quand on parle du FMI. Le FMI, c'est le plus grand laboratoire. Il faut écouter, même si sa médication, l'ordonnance, on ne peut pas la suivre un par un. Mais il faut faire une ordonnance interne qui s'adosse, qui prend en compte ces regards. Une question, sans jeter la pierre ni sur l'État, ni sur la Banque centrale, puisque voilà, tout le monde est gentil. Et aujourd'hui, bon, c'est le premier numéro, on va essayer d'être gentil avec tout le monde. Aujourd'hui, quel est le danger d'utiliser le taux de change comme un outil administratif? Quel est le danger pour notre économie? C'est encore diminuer l'instauration de valeur dans l'économie. Diminuer le niveau de subvention. Réorganiser les marchés. Quand on réorganise, réguler les marchés pour que les prix, actuellement entre les prix soutenus et les prix spéculatifs, il ne reste plus rien. Quand vous rajoutez à cela un taux très loin d'une réalité de la valeur réelle de la monnaie, eh ben vous avez une économie artificielle. Et vous créez par là, vous forcez vers l'informel, vous forcez vers le cabas, vous forcez vers une économie parallèle, une économie de bazar. Alors nous avons au contraire, nous, la phase à venir, c'est de réintroduire la valeur dans une économie de marché, et les règles d'une économie de marché, en respectant bien entendu notre politique de solidarité nationale, notre politique sociale, réintroduire les règles de marché, c'est revenir à une économie saine. Et l'économie saine, elle n'a pas de nom. Une grande partie de ce que disent les gens du FMI et de la Banque mondiale, c'est aller progressivement à une économie saine. Et nous avons encore, nous, les moyens d'une économie saine, parce que nous avons un stock infrastructurel important, parce que nous avons un potentiel important, parce que nous sommes un pays avec des fondamentaux importants. Personne, vous voyez des pays qui... Est-ce qu'aujourd'hui l'État est prêt à lever cette subvention? On parle de subvention de la valeur du dinar. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? À un moment ou à un autre, il faut y penser, non pas parce qu'elle coûte trop cher, mais parce qu'elle introduit des dérégulations, les prix. Non, on parle de l'impact. On parle de l'impact que cela peut avoir, que de lever la subvention qui est aujourd'hui, puisqu'on considère que c'est une subvention. En même temps, il faut que l'investissement offre une opportunité nouvelle en matière de revenus. On ne peut pas diminuer fortement la subvention et les revenus fixes restant comme ils sont. On va écouter Farhat Aït-Ali. Ce que M. Mahalpa voulait dire par subvention du dinar, ce n'est pas un montant précis que l'État injecte pour que le dinar soit soutenu. C'est une manière de dire que le dinar n'est pas à sa valeur réelle, à sa vraie valeur, que sa vraie valeur commerciale est loin en deçà de sa valeur actuelle. Ceci dit, on finira bien par arriver à cette valeur. Mais si on y arrive, la manière dont on a structurer les flux financiers dans le pays va laminer certains, il va casser un investissement. Donc, si on doit y arriver, il faudrait déjà prendre en charge ces disparités de revenus pour avoir des employés et non pas des mendiants. Parce que avec une nouvelle valeur du dinar, vous aurez des salaires à $80. Avec des salaires à $80, on n'aurait pas d'employés. Donc il faudrait quand même réajuster à $200. Mais maintenant, il faut bien trouver les autres dollars. Il faut bien les retirer à quelqu'un. Parce que c'est le même contenu. Il faudrait le répartir. Et maintenant, pourquoi je parlais de productivité? Quand on injecte de l'argent dans des produits à fort taux d'intégration interne, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est autant de dollars économisés sur les consommations futures. Et nous avons des niches et des créneaux d'intégration interne dans tous les domaines, qu'ils soient industriels, qu'ils soient des services ou bien de l'agriculture. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait cet effort. Maintenant, pour ce que vous appelez l'information, nous ne l'avons pas encore identifié. Beaucoup de gens, quand ils me parlent d'informel, ils croient que c'est des revenus cachés chez les gens qu'il va falloir ramener au trésor public. Non, c'est une pratique. L'informel est une pratique. Mais ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui se trouve chez les gens que le trésor doit saisir pour s'auto-alimenter. L'argent qui se trouve dans l'informel, il ne tombe pas du ciel. Il était déjà dans les banques. C'est la Banque d'Algérie qui émet de l'argent, non?
Ces billets-là, ils n'ont pas été imprimés à la maison. Ouais. Donc il y a un flux, il y a un système qui s'est perverti et qui permet justement par le truchement de subventions de produits, par le truchement d'une économie factice, d'alimenter cet informel. Je peux vous garantir que si vous récupérez tout ce qui est caché chez les gens, et vous maintenez le même système de répartition des flux, dans 2-3 années, vous allez retrouver les mêmes montants, si ce n'est pas chez les mêmes gens, chez une autre catégorie d'informels. Oui, oui. Il va y avoir. C'est comme un vase communicant, en fait. C'est le système lui-même qui mène vers ça. Aujourd'hui, quel est l'impact direct sur le pouvoir d'achat? L'impact qui va y avoir ou qu'il y a aujourd'hui sur les citoyens algériens que cette perte de valeur du dinar? Comment est-ce qu'on peut l'identifier enfin, celui qui reçoit, enfin, qui ressent le plus la perte de valeur du dinar, c'est le citoyen, c'est nous tous. Quand nous allons acheter aujourd'hui, il y a certains produits, notamment, alors si on parle encore des produits importés, là effectivement on voit que les prix ont pratiquement parfois doublé, parfois plus. Donc il y a un impact, le dinar ayant perdu sa valeur, donc le pouvoir d'achat n'est plus le même. Par conséquent, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Ben Khalfa, il y a un aspect important, c'est qu'aujourd'hui, si on veut véritablement réformer et sans permettre en fait d'avoir d'autres revenus, ça veut dire que c'est une façon de fixer le revenu du citoyen ou de l'entreprise. Là, ça va être assez difficile parce que sinon, la machine serait grippée. Comme vous le savez, c'est un ensemble. Donc, dès qu'un élément est décalé, il influe sur l'ensemble. Oui. Donc aujourd'hui, pour revenir un peu à cette fameuse histoire de l'argent qui est en dehors du circuit, etc., moi, je suis convaincu qu'en termes, les développements de technologies aujourd'hui qui nous permettent, en fait, ce qu'on appelle les fintech et autres, permettent aujourd'hui d'avoir, donc, d'informatiser ou digitaliser certaines activités, notamment les entreprises, et de permettre pas d'un seul coup, mais graduellement, en fait, d'assécher la manne qui se trouve au niveau du secteur. Fou, hein, parce que de là à ce que les gens rejoignent la digitalisation... alors là, il faudra travailler sur... Déjà qu'ils rejoignent difficilement la bourse parce qu'ils ne veulent pas de transparence. Oui, mais c'est un chantier sur lequel nous devons travailler. L'inclusion financière, aujourd'hui, est un axe qui est d'abord fixé par les pouvoirs publics. Oui. Si vous ne permettez pas l'accès à des services bancaires, services financiers à l'ensemble des citoyens, vous ne pouvez pas parler de digitalisation et parler en fait du e-commerce, etc. Oui. La perte du pouvoir d'achat du citoyen dont vous parlez actuellement est le fruit actuellement maintenant de deux choses. Exactement. Vous avez via la parité, vous avez de l'inflation importée. Plus les 40% dont vous parliez, il faut encore regarder. Ça, c'est une perte de tous les ingrédients qui rentrent. Non, en 4 ans, c'est 48%, presque 50%. 10% par année, en moyenne. Tout cela fait que tout ce qui est importé et vendu en l'état ou importé pour être intégré, a bougé de 10%. Parce que alors vous avez l'inflation importée et vous avez les prix spéculatifs parce que les marchés sont déréglés. Oui. Vous avez vu des choses que... et vous ne parlez pas du financement non conventionnel? Non. Le financement non conventionnel, de l'inflation qui impacte le pouvoir d'achat aussi. Non. Le financement non conventionnel, pour le moment, il est encore frais. Hein, ça fait 1 an. Il va en progressant, il va se pérenniser, il va être une troisième source. 5 ans, c'est suffisant. Hein, 5 ans, il faut un peu... Une année peut être rattrapée. Mais s'il devient un segment structurel de financement de l'économie, là, ça va provoquer également de l'inflation. Et l'effet de cette inflation est double chez les citoyens. L'effet de l'inflation est fort pour les revenus fixes, pas les revenus variables. Oui. Le contraire, nous avons une pratique chez nous. Les revenus variables sont multipliés par l'inflation plus quelque chose. Je vois des prix aujourd'hui qui ont augmenté de 50%, alors que l'inflation à peine a bougé de 6%. Donc vous avez, selon les chiffres de l'ONS, vous avez votre plombier, votre serrurier, tous les gens qui vendent des services
Chaque fois qu'il y a une inflation, il augmente son prix. Oui, oui. Inversement, effectivement, c'est quand même les terrible salaires, de dire que l'inflation est à 6%. Elle n'est pas ressentie à 6%. Hein. Excusez-moi, mais là, je ne parle plus en tant que journaliste économique, mais en tant que citoyen. C'est juste pas possible de croire qu'aujourd'hui l'inflation est Elle est mesurée uniquement... sur les indices des prix à la consommation. Ceci dit, les coefficients de pondération qu'ils utilisent dans ces indices de prix à la consommation, et bien sûr, c'est en fonction des proportions de consommation de chaque produit par rapport au salaire moyen. D'après l'ONS, le ménage algérien utilise à peu près 42% de ses revenus moyens en alimentation. Oui. Comme l'alimentation, le gros de l'alimentation, c'est de la production plus ou moins locale qui n'a pas connu de forte hausse, même si elle fait de yo-yo, mais la moyenne annuelle. Oui, elle n'est pas importée. Donc déjà, même s'il y a par exemple une augmentation de 30% sur les effets vestimentaires, ils vous disent non, les effets vestimentaires, c'est 5-6% des dépenses des ménages. Oui, parce qu'elle n'est pas dans le panier. Voilà. Donc on fait c'est la pondération qui en fait... Justement, on refait la pondération. Mais moi, c'est ce panier-là qui me laisse perplexe. Voilà, quelle est la structure? Et puis, dans le panier, c'est Italie, ce que, alhamdoulilah, quand même si effectivement les uns et les autres, c'est que dans le panier, 60% du panier est subventionné. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la subvention permet d'amortir en fait même la valeur du dinar. Quand l'inflation est importée et que le produit est subventionné, c'est l'État qui paye le différentiel d'inflation. Donc ça fausse le taux d'inflation. Et oui, votre lait est à 25 dinars depuis 15 ans. Oui, parce que le différentiel, la poudre. Il faut le trouver, le sachet à 25 dinars, il faut le trouver. Les Algériens aujourd'hui ont du mal à... Attention. Il est variable, on va dire entre 25 et 50 dinars. Je parle de la semoule, je parle du sucre, je parle de l'électricité qui a bougé un peu, je m'en rappelle parce que j'étais ministre. Mais après, c'est fini. Vous avez vous avez dans le panier de la ménagère, 60%. Même le carburant n'a pas bougé. Pas beaucoup, on va dire. Entre nous, qui avons un panier subventionné à 60%, et un pays qui a un panier subventionné à 10%, l'inflation de 6 n'a pas le même impact. Les 2000 milliards de dinars de subventions multiples, produits énergétiques et produits de consommation courante, quand on les retire du circuit économique productif pour les aligner sur le consumérisme, ça devient un élevage. Ce n'est plus une société. Là. On doit lancer une économie. Encore faut-il qu'il soit productif. Et justement. C'est pour ça qu'il faut en même temps, dans la compétitivité de l'économie, que les politiques publiques soient efficientes, que l'assainissement budgétaire se fait, mais que le milieu économique réagisse en conséquence. Parce que les acteurs de marché vivent encore un peu à l'ombre de la commande publique, de beaucoup de ces choses-là. Donc ce sont les deux qui font la compétitivité. Si demain on subventionne moins, il faut en même temps que cet argent de la subvention aille dans les circuits réellement économiques, mais en même temps il faut que l'investissement s'ouvre, que le pays s'ouvre, qu'il y ait de nouveaux revenus, que les gens ne perdent en subvention, mais gagnent en revenus. Et il faut également rappeler que lorsque l'État dévalue la valeur du dinar, il se met une balle dans le pied puisqu'il subventionne un certain nombre de produits que lui-même va acheter avec une valeur plus importante. Moi, je voudrais poser une question précise. Est-ce que la baisse de la valeur du dinar, dépréciation, dévaluation, on n'a pas fait exprès, est-ce qu'elle a permis de contenir les importations finalement? Est-ce que les volumes d'importation ont réussi vraiment à diminuer grâce à cet instrument? Vous êtes devenu 70 milliards à 45. On va écouter Yazid Belmouk. Oui, si on regarde en termes de valeur, c'est vrai que les importations ont diminué pratiquement de moitié. Oui. Mais c'est aussi nécessaire parce que quand vous importez, donc automatiquement ça impacte, vous utilisez donc vos capacités de ce qu'on appelle les réserves de change. Et il est vrai qu'avec cette limitation, on permet que pour, par exemple, les intrants directs pour les entreprises, etc. Mais aujourd'hui, il faudrait aussi, c'est ça la vraie problématique, est-ce que le fait d'avoir réduit de manière drastique les importations, est-ce qu'en local, nous avons une production qui peut en fait couvrir cette différence? Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voulez dire qu'il y a des produits des importations qui sont incompressibles? C'est clair. Vous avez la majorité des entreprises aujourd'hui, la grande partie, on va dire 90% des intrants sont importés. Donc si vous essayez de réduire ou de dire que telle ou telle filière ne
ne devrait plus importer sa matière première automatiquement. Il faut pouvoir garantir qu'en interne, vous puissiez, donc une production locale, qui puisse prendre le relais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous avons toute cette histoire-là qu'il va falloir regarder de près. Et il y a effectivement une urgence à faire que la machine économique puisse redémarrer. Et il y a un moment de flottement qui va... Et un enjeu lié aux réformes, notamment sectorielles. Oui, en fait, c'est des réformes qui doivent toucher plusieurs secteurs. Allez, de manière transversale. Exactement. Il nous reste 5 minutes pour une question à vous trois, messieurs. Si le moyen, le levier de taux de fluctuation, de taux de change devait, si on a compris selon vos propos, à rencontrer ces limites, aujourd'hui, quel pourrait être l'autre levier ou l'autre moyen de manipulation ou de solution monétaire, financière pour pouvoir pallier la situation actuelle? Il n'y a pas de solution monétaire. Au contraire, il faut changer de trottoir. Ouais. C'est parce que les choses ont atteint leurs limites pendant un certain temps, c'est normal, tous les pays l'ont fait. On parle de rapprocher le taux de change officiel parallèle. La récession européenne a été traitée par le parapluie monétaire de notre ami M. Draghi, qui est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, parce qu'il a fait du financement non conventionnel, il l'a appelé le parapluie. Mais il est en bout, ils sont en train de sortir parce que, pas dans les mêmes conditions, mais parce que l'économie a repris sa place après un traitement monétaire. Nous avons eu une période durant laquelle non seulement le pétrole a été à un niveau acceptable, mais nous avons des thérapies monétaires et financières qui sont à leur limite. Quand on dit à leur limite, ça voudra dire tout ce qui est réforme structurelle, tout ce qui est ouverture de l'économie, tout ce qui est attractivité de l'investissement interne et externe, tout ce qui est confiance, tout ce qui est révision des règlements concernant à la fois l'investissement et le change, parce que là aussi, tout ça, c'est traité sur le plan économique, ce qu'on a traité de façon financière. Qu'on soit arrivé à la limite de la solution monétaire. On peut aller encore plus loin que ça. On peut aller peut-être vers une dévaluation massive. Je dis bien quand je dis massive, qui pourrait aller jusqu'au double de celle-ci, mais moyennant une révision de tous les flux. La redistribution de tous les flux financiers dans le pays. Ce qui veut dire que le dinar actuel devrait changer de valeur. Pourquoi changer de valeur? Pour dégager assez de masse, pour changer la répartition des revenus. Et il y a eu, durant le début des années 2000, une perversion de cette répartition. Que ce soit des flux financiers vers la sphère productive ou la sphère spéculative, on est passé du sphère productive qu'on a laminé vers la spéculative, que ce soit les flux, les différentiels de revenus entre le plus bas revenu et le plus haut revenu qui ont atteint des coefficients immoraux. Donc il va falloir éventuellement resserrer ces disparités, réaffecter les ressources, mais pour ça, il faudrait rediluer justement les revenus de la nation dans une gigantesque masse en dinars qui permettrait à l'État de manœuvrer justement dans la répartition des flux. Alors vous proposez cette solution, d'autres proposent également la solution de convertibilité de la monnaie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être une réponse dans l'état actuel des choses monétaire aujourd'hui? Convertibilité totale. Nous avons une convertibilité commerciale, mais convertibilité totale jamais dans les conditions actuelles. Vous faites votre convertibilité quand vous avez une économie compétitive, quand vous avez des sources de vos devises différenciées, qui ne viennent pas simplement. Nous n'avons que 2 milliards et quelques de dollars depuis l'éternité qui sont en dehors du pétrole. Et lorsque vous avez une dynamique interne avec des flux rentrants... Mais on répondra, on donnera les mêmes raisons également à Farhat Aït-Ali qui dit qu'il faut qu'il faut dévaluer drastiquement. Il faut également, pour dévaluer, il faut également attendre d'avoir une économie compétitive, d'être plus solide. Pourquoi? C'est un programme d'ajustement structurel de... Ça, c'est un passe 2. C'est comme si vous Il y a un préalable à toute décision, mais c'est comme si vous aviez une certaine quantité de principes actifs. Quelqu'un l'a dilué précédemment, déjà il a été dilué pour essayer de le répartir à sa manière. Maintenant, le seul moyen de récupérer les mêmes quantités de principes actifs, mais en les repartageant, c'est de le diluer encore dans une autre quantité de liquide, de manière à donner un peu plus de liquide, automatiquement un peu plus de principes actifs à d'autres patients que ceux qui ont été traités précédemment. C'est le même phénomène, que ce soit en physique, que ce soit en politique monétaire. Le dernier mot est pour vous, monsieur. Moi, je dirais,
en théorie peut-être, mais en pratique c'est pas possible. C'est-à-dire il y a la dimension sociale du dinar, il y a la dimension économique. Donc d'évaluer, comme vous le dites, dans les conditions actuelles, ça serait quand même, faut le dire, suicidaire. Donc il y a encore des leviers. La Banque d'Algérie a encore c'est-à-dire une marge de manœuvre importante dans sa politique dans la gestion monétaire. Donc, de la fluctuation. Absolument. Il y a aussi, il ne faut pas oublier la politique des taux aujourd'hui. Donc on peut toujours utiliser pour essayer d'attirer l'argent qui est en circulation, travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'utilisation de la monnaie et des paiements électroniques pour essayer de réduire la masse monétaire qui est en circulation. Ça aussi parce que ça impacte négativement la valeur du dinar. Oui. Et bien sûr, avoir l'axe qui est... aller sur des solutions qui font moins mal, on va dire, ce que vous voulez dire. C'est exactement. On est arrivé au terme de ce débat. Merci messieurs pour toutes les idées, pour la richesse du débat qu'on a pu avoir avec vous. Je rappelle que nous avions M. Yazid Belmouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Nous avions M. Farhat Eitali, analyste financier, et M. Abdelrahman Ben Khalfa, analyste et consultant dans les finances et ancien ministre des Finances. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous propose de revoir cette émission en rediffusion sur notre chaîne demain à partir de 11h. Sinon, sur la page Facebook de Canal Algérie, sur la page Facebook de la Semaine Éco. Suivez-nous également sur LinkedIn. Vous êtes les bienvenus avec vos questions et vos interactions. Nous vous en sommes très reconnaissants. Très bonne soirée à tous et on se retrouve mercredi prochain à la même heure.